Nous sommes à l'été 1940, Hitler a conquis la France. Le Troisième Reich est au sommet de sa puissance. Et pourtant, il lui reste un obstacle, c'est l'Angleterre, personnifié par son Premier ministre Winston Churchill. Malgré toutes les offres de paix du Führer, ce dernier se montre inflexible. Et pire que cela, il ne cesse de prolonger des négociations dans le seul but de gagner du temps, et ainsi, à l'été 1940, il devient assez évident qu'une confrontation non voulue mais inévitable aura lieu entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La force de l'Allemagne, en cet été 1940, c'est la Wehrmacht. Quelque peu moyenneuse par ses moyens, mais moderne dans la manière d'utiliser ses armes. Compte tenu de la position géographique de l'Angleterre, pour l'Allemagne, l'arme qui fera la différence, c'est la Luftwaffe. Partout où elle est passée, elle a semé la terreur, la désolation, le désespoir. Avec ses moyens de piquer Stuka, ses moyens Heinkel, ou encore avec ses pilotes de chasse qui ont fait régner la loi au-dessus du ciel de l'Europe. Le Reichsmarschall Hermann Göring peut se réjouir de ses pilotes, car pour certains, ce sont les meilleurs du monde, comme Werner Manders, vétéran de la guerre civile espagnole, avec 25 victoires à son compteur, pionnier de la tactique du Schwarm, et futur premier pilote de l'histoire à 100 victoires. Il est déjà une rockstar à l'époque, considéré comme le meilleur pilote de la Luftwaffe, que ce soit individuellement ou tactiquement. Ou encore Adolf Galland, avec 14 victoires. Rival de Manders, il est déjà très expérimenté, et plus tard, il sera nommé inspecteur de la chasse de jour, et il finira la guerre comme commandant de la Jagdverband 44. Mais il y a aussi Helmut Wick, 25 ans, 14 victoires, pilote de Jagdgeschwader 2 ou Jagdgeschwader Richthofen. Contrairement à Manders ou à Galland, il n'a pas participé à la guerre civile espagnole. Cet homme ne le sait pas encore, mais la bataille d'Angleterre va devenir le moment de sa vie. Mais vous ne savez pas qui est Helmut Wick? Eh bien, laissez-moi vous le présenter. Helmut Wick naît durant la Grande Guerre à Mannheim en 1915. À 20 ans, en 1935, il termine ses études et un an plus tard, comme beaucoup de jeunes de cette époque, il s'engage dans la toute nouvelle Luftwaffe. Ensuite vient tout le b.a.-ba d'un futur pilote du Troisième Reich. Entré dans l'école d'officier de la Luftwaffe à Dresde, serment d'allégeance à Adolf Hitler et débute sa formation sous le Focke-Wulf 44. Durant sa formation, il rencontre quelques problèmes, comme par exemple, il est considéré comme un pilote moyen, ayant des difficultés avec la formation théorique, en particulier sur ces sujets qui ne l'intéressent pas ou peu, comme la tactique. Il échoua même au troisième cours de formation, qui dut recommencer le 1er avril et qui termina avec succès à la mi-38. Il entame ensuite une formation spéciale de pilotage au centre d'entraînement de chasse de Werneichen. À la fin de sa formation, Wick est affecté au 2e groupe de la Jagdgeschwader 135 sous les ordres de l'Oberleutnant Max Siebel. Il fait ses débuts sur le biplan Parado 108. Mais le 1er janvier 1939, les choses sérieuses commencent pour lui, car il a été transféré au 1er Staffel de la Jagdgeschwader 133, qui sera plus tard rebaptisé Jagdgeschwader 53. C'est là que Wick a commencé à piloter le monoplan Messerschmitt Bf 109. Sous la tutelle de Werner Manders, as de la guerre civile espagnole, étant crédité de 14 victoires aériennes. Sous la direction de Manders, Wick va apprendre le maniement du Bf 109, qui est déjà une machine difficile à piloter pour l'époque, et dans le même temps, il va devenir un Sturmführer ou chef de vol. Pour continuer, en 1939, la Luftwaffe entraînait régulièrement ses pilotes. Dans l'optique d'une potentielle guerre à venir, et bien sûr Wick en faisait partie. Pour lui, le 31 août 1939 fut le jour où il reçut l'ordre d'être transféré à la JG1, mais de par un erreur administratif, il avait finalement le choix entre la Jagdgeschwader 1 et la Jagdgeschwader 2 Richthofen. Logiquement, il choisit la JG2, et ainsi il put découvrir la version E du Bf 109 plus puissante que la D, avec son tout nouveau moteur Daimler-Benz. Pour l'histoire, le 31 août 1939 sera le jour du déclenchement de l'opération Himmler, opération montée aux toutes pièces par les SS pour servir de prétexte à l'invasion de la Pologne, et ainsi, le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne et la Seconde Guerre mondiale commence. Certainement que dû à son manque d'expérience, Wick n'a pas été engagé sur le front oriental, mais plutôt à la défense du Reich. Il participa à ses premiers combats aériens où il obtiendra sa première victoire lors de sa 7e mission en novembre 1939, ce qui lui permet d'acquérir la croix de fer seconde classe un mois plus tard. Wick avait goûté à la victoire, pourtant il est devoir attendre un certain temps avant de retrouver son chemin. Alors qu'il était censé près de Berlin, son unité fut transférée à Francfort, ce qui fait qu'il ne put participer à l'opération Weselborg. Il allait devoir attendre l'été 1940 pour participer à sa première action offensive.
Mai 1940, Hitler déclenche l'opération Vollgeb sur l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique et surtout de la France. Comme depuis la Pologne, la Luftwaffe est un élément décisif. Elle peut compter sur son demi-millier de chasseurs Messerschmitt. De son côté, Vick doit rester au sol pour changement de moteur. Ce n'est que le 17 qu'il peut retrouver le ciel, et 2 jours plus tard, il abat 4 avions, dont 2 sorties britanniques près de Calais. Mais aucune de ces victoires ne sera accréditée, il lui attend le 20 pour voir son compteur à nouveau se dérouiller lorsqu'il détruisit 2 DO 451 près de Calais. Le 20 mai 1940 fut aussi un jour dramatique de l'histoire de la bataille de France, car la situation sur le front de l'Ouest avait radicalement changé en faveur de l'Allemagne. Les Panzer-Divisions avaient atteint Calais, et désormais, le monde ne se focalisait plus sur la bataille de France, mais plutôt sur la bataille de Dunkerque, où l'armée britannique était à la croisée des chemins entre la destruction totale ou l'évacuation en catastrophe. La JG2 participa à cette bataille. Le 26, le groupe de Vick revendiqua 10 Spitfire, mais il ne fut impliqué dans aucun de ses succès. Le 5 juin, la bataille de Dunkerque s'arrêtait et désormais la France était livrée à elle seule. Désormais, la bataille de France entrait dans sa seconde phase avec le plan rouge, dont l'objectif était de franchir la ligne Weygand qui s'étendait le long de la Somme, dernier rempart avant Paris. De son côté, la Luftwaffe se préparait pour le déclenchement de l'opération Paola, dans l'optique de détruire le reste des forces de l'armée de l'air. Le 3e et le 1er groupe E de la JG2 avaient été envoyés à Couvron en prélude de l'opération 2 jours en amont du déclenchement du plan rouge. Lors des 2 premiers jours, la JG2 revendiquait moins d'une dizaine d'avions. Ce n'est que le 5, lorsque son dernier groupe E rejoignit l'escadre et qu'elle fut au grand complet, qu'elle pouvait entamer sa phase la plus prolifique de toute sa bataille de France. Entre le 5 et le 8 juin, l'escadre était revendiquée par moins de 41 avions battus, et surtout, Vick faisait très largement partie de la fête. Il se distingua comme l'un des meilleurs scoreurs de la JG Richthofen. Il réouvrit son compteur le 5 de manière assez exceptionnelle lorsqu'il abattit 4 Marcel Box 51 près de Compiègne, lieu qui deviendra plus tard celui où la France a signé l'Armistice de 1940. Vick confirme en montrant que cet exploit n'est pas celui d'un jour, mais plutôt celui d'une révélation, lorsqu'il revendique 2 MB-51 qui lui seront crédités. Le 8, à nouveau 2 avions abattus, puis le 9, un Blenheim. La dernière victoire de la campagne de France pour Vick interviendra le 13 juin. À 21 h, il abattit un Ferry Battle au-dessus de Montdidier. Le lendemain, les premières unités allemandes marchaient sur les Champs-Élysées. Le 21 juin, Hitler fait réunir à Compiègne la presse mondiale et les représentants du gouvernement français dans le cadre d'un simulacre de l'armistice de 1918 et il fait signer les conditions de la paix aux représentants du gouvernement français, marquant la fin de la bataille de France. Vick, la campagne de France fut une révélation de son potentiel en se démontrant comme l'un des meilleurs top scorers de la JG2. Sur une période de 4 jours, il revendiquait 10 avions, lui permettant désormais d'être crédité de 13 victoires. Bien évidemment, ce résultat n'était pas passé inaperçu. Le 6 juin, il put recevoir la croix de fer première classe et désormais, avec ce qu'il avait démontré, il pouvait sans arrogance espérer recevoir des récompenses beaucoup plus prestigieuses comme la croix du chevalier de la croix de fer ou encore la fée de chêne qui venait justement d'être créée ce 6 juin 1940. Durant la campagne de France, Vick n'avait pas seulement été récompensé d'une croix de fer première classe, il passait dans le même temps au grade d'Oberleutnant et le 21 juillet 1940, il devenait Staffelkapitän, soit chef de son Staffel, l'équivalent d'une escadrille à l'époque. Il pouvait se vanter d'être l'un des meilleurs pilotes de la Luftwaffe avec Adolf Galland, Gunther Lützow, Walter Oso, même s'il restait loin derrière les 38 succès du Hauptmann Werner Munders. Hitler peut profiter de sa victoire. En Allemagne, il n'est plus le Führer, il est un dieu. Ou alors, comme dirait servilement le général Keitel, le meilleur chef de tous les temps. Malgré cette euphorie de l'été 1940, Hitler ne peut masquer le fait qu'il n'a pas réussi à trouver d'accord de paix avec la Grande-Bretagne. La France semble être le principal problème de sa géopolitique en 1940, et il semble qu'il soit gravement trompé, car le 10 mai 1940,
jour du lancement du plan jaune, fut aussi le jour où Winston Churchill accéda au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, car opposant à Adolf Hitler depuis les années 30. Cet homme n'était ni plus ni moins que la détermination britannique à repousser les différentes nationalistes qui s'étaient battues en Europe depuis le 1er septembre 1939. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Après l'attaque de Marcel Kébé le 3 juillet, il devient assez évident qu'une confrontation non voulue mais inévitable aura lieu entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. De ce côté, les premiers et deuxièmes groupes de la JG2 s'est installé après l'armistice à l'aérodrome de Beaumont-le-Roger. Fink, comme la quasi-totalité des pilotes de la Luftwaffe, est confiant. Ils ont écrasé la Pologne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Au début de la bataille d'Angleterre, l'Allemagne aligne quelques 3000 appareils, dont 1400 chasseurs Messerschmitt. Face à cette force, l'Angleterre aligne péniblement 700 chasseurs, du 2 pour 1. La Luftwaffe a aussi d'avantages qualitatifs. Cela fait bientôt plus d'1 an que les plupart de ses pilotes mènent cette guerre. 1 an de combat à haute intensité, voire plus pour certains. Et la plupart culminent des centaines d'heures de vol. Face à ça, qu'est-ce que l'Angleterre a opposé, à part la poignée de pilotes qui ont participé à la bataille de France. Au début du mois de juillet 1940, s'engage la première phase de la bataille d'Angleterre, plus connue sous le nom de Kanalkampf. L'objectif des Allemands étant d'engager un marchand entrant dans le Channel. Le 17, les combats s'intensifièrent, permettant à Vick de revendiquer pour la première fois un Spitfire près de l'île de Weiss. Le 11 août, la Luftwaffe avait accordé ses violons avec la Wehrmacht pour la stratégie adoptée pour l'assaut principal sur l'Angleterre, mais à cause des conditions météorologiques, l'assaut fut repoussé et les missions sur la Manche continuaient. Ce même jour, la JG2 est en mission d'escorte de Heinz 111 et de Stuka vers Portland. Vers 11h, il rencontrait le 64e et le 87e Squadron. Lors de cet affrontement, Vink fait un carton en abattant un Curtiss P-36, un Spitfire du 64e et un Hurricane du 87e. Le 13 août, la Luftwaffe avait cessé ses attaques sur la Manche pour commencer l'assaut principal. Baptisé Adlertag ou jour de l'aigle, l'objectif n'était plus les navires marchands de la Manche, mais les aérodromes côtiers du sud de l'Angleterre pour mettre à mal la Royal Air Force. Ce jour-là, le deuxième groupe de la JG2 combat le 43e Squadron et Vink descend un Hurricane. 5 jours plus tard, il ajouta de nouveau un Hurricane, ce qui permet de passer à 17 victoires. 3 jours précédant cette action, sur le 15, la Luftwaffe faisait monter la bataille d'un cran en envoyant les Luftflotte 2, 3 et 5 dans le nord-est et sud de l'Angleterre, se focalisant sur l'intérieur des terres pour prendre au dépourvu le Fighter Command avec un nombre important d'engagements. Ainsi, la JG2 continue d'effectuer des missions d'escorte, comme par exemple le 18 lorsque ses BS-9 escortaient les Stuka Geschwader. Ce jour fut aussi un moment important de l'histoire de la bataille d'Angleterre, car suite aux déclarations positives des pilotes sur l'opposition quasi inexistante du Fighter Command, le 19 Göring ordonna des attaques contre les unités aéronautiques impliquées dans l'effort de guerre. Ces multiples sorties de la Luftwaffe se reflétaient sur le score de Vink, car à 2 reprises, lors du 25 et du 26 août, il détruisit 2 avions en une journée, dont un Spitfire. Après 2 longs mois de combats intenses, que dire du bilan de Vink? Eh bien, positif, voire même extrêmement positif. Il a continué à accroître son score, et plus que cela, il est resté dans la course des top scorers de la Jagdwaffe, étant même monté dans le classement en passant à la 4ème place, ex-aequo avec Adolf Galland qui était derrière les 29 succès du Hauptmann Winter Oso, lui-même derrière le major Werner Manders qui monopolisait la première place avec ses 38 succès. Pour continuer avec ses excellents résultats, Vink s'était fait offrir une campagne de propagande sans précédent durant la bataille d'Angleterre, sa popularité explosant en flèche au point de devenir la petite rockstar de la Jagdgeschwader Richthofen. Mais tout cela n'est pas comparable à ce qui va lui arriver le lendemain de sa journée victorieuse du 26, car le 27 août 1940, l'Oberleutnant et Staffelkapitän Edmund Vink put recevoir l'une des récompenses les plus courtes d'Allemagne, la Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes ou la Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Désormais pour Vink, la bataille d'Angleterre prenait fin car compte tenu du prestige de la réception de cette médaille de haute distinction, il fut invité à la demeure d'Hermann Göring pour la réalisation d'un interview pour le magazine Der Adler. À ce retour en France début septembre, la JG2 s'était passée à de nouveaux aérodromes situés dans le Pas-de-Calais. Dans le même temps, le 5, il passe au grade d'Hauptmann et devient le 9 groupe commandeur du premier groupe de la JG2, succédant ainsi au Hauptmann Henning Strumpel. Si ces résultats ont indéniablement joué, Vink n'était pas le seul à se voir attribuer de nouveaux commandements. La JG2 était en pleine période de mutation due au mécontentement de Göring sur
résultats de la chasse, il opérait donc une réorganisation des Jagdgeschwader, remplaçant de nombreux commandeurs datant de la Première Guerre mondiale par des pilotes plus jeunes et plus agressifs tels que Adolf Galland et Werner Munders. Ce qui fait que pour la JG2, le 2 septembre, Henry von Below-Bothkamp se voit perdre son commandement au profit de Wolfgang Schenmann, qui avant ce jour était Gruppekommandeur du 2e groupe. Ce poste a ensuite été occupé par Karl-Heinz Gresser. Le 3e groupe n'échappe pas à ce remaniement lorsque le Hauptmann Dr. Erich Mix se voit remplacé par Otto Bertram. Au cours du mois de septembre, la JG2 était toujours impliquée des attaques d'aérodrome. Si on se concentre sur Ving, il ne lui fait même pas une journée pour confirmer qu'il était bien le Hauptmann du 1er groupe en réalisant une magnifique série de 3 Spitfire en détruisant respectivement un appareil par jour. Cette série se termina le lendemain, soit le 8, lorsqu'il revendiquait 3 Hurricanes en une seule journée. Les résultats de Ving permettaient à la JG2 de revendiquer la destruction totale de près de 100 chasseurs au cours des 10 premiers jours de septembre. Le Fighter Command était au plus bas, les pertes subies ayant dépassé le niveau de remplacement des avions comme des pilotes. Heureusement pour la Royal Air Force, suite au bombardement de Berlin du 4 septembre, la Luftwaffe répondit avec des raids quotidiens sur Londres qui commençaient au 7, surnommé Blitz. La JG2 ne put participer à cette offensive dû au fait qu'elle était tellement affaiblie par les combats, avec par exemple le groupe de Ving qui était à seulement 20% de ses capacités de combat. Ainsi, l'escadre se voit réaffectée à Luftwaffe 2 et à nouveau transférée à l'aérodrome de Beaumont-le-Roger ainsi qu'au Havre, diminuant considérablement leur implication dans la bataille d'Angleterre. Cela explique pourquoi Ving connaît un creux au milieu du mois de septembre. Ce n'est que le 26 que Unity reprend le combat de manière intensive en attaquant l'usine Spitfire à Woolston. Ce jour-là, Ving abattit un Spitfire et le lendemain en abattit un autre. Les combats continués dans ce secteur permettaient à Ving d'engranger de nouvelles victoires. Le 29 septembre, c'est un Spitfire, le 28 un Hurricane, le 30 encore 2 Spitfire et le 1er octobre à nouveau un Spitfire. Après ces formidables résultats, dès la fin du mois de septembre et du 1er octobre, Ving marquait le pas. Oh yeah. 5 octobre 1940. En début d'après-midi, comme il en a l'habitude, le Gruppen Commander Vink Helmut monte à bord de son BF-109E3 pour une nouvelle mission d'escorte, direction Bournemouth. Au-dessus de la Manche, il scrute l'horizon à la recherche de nouvelles cibles, quand soudain, une formation de 9 Hurricanes du 607e Squadron se présente en dessous de lui. Sans perdre une seconde, le titulaire de la croix de chevalier fonce sur eux. Les balles, les obus tombent sous les carlingues des chasseurs britanniques, ne laissant aucune chance à cet adversaire. De retour à sa base, son BF-109 fut ravitaillé pour effectuer une nouvelle mission aux alentours de 18h. De nouveau en vol près de l'île de White, vers 18h35, il abat un Spitfire et en revendique un autre 5 minutes plus tard. Après confirmation de ces victoires dans la soirée, Helmut Paul Emil Wick peut désormais se vanter de faire partie de l'île des pilotes qui aurait à devenir un as en une seule journée. En dehors de Vink, seuls quelques pilotes pouvaient se vanter de cet exploit, comme Hans Karl Meyer ou Wilhelm Balthasar. Même Munders ou Galland, pilote star de la Luftwaffe, n'avait pas réussi un tel exploit. Grâce à son exploit du 5 octobre et dû au fait qu'il avait déjà dépassé le cap symbolique des 40 victoires, désormais la croix de chevalier ne suffisait plus, il allait pouvoir recevoir la feuille de chêne ou Einsteinlob en tant que 4e réceptionnaire non pas de la Luftwaffe, mais de l'ensemble des forces allemandes. Ainsi, Vink reçut l'ordre en fin d'après-midi du 6 octobre de se présenter au Reichsmarschall Göring à Berlin avant 15h le lendemain. Le 7, il arrivait à 15h avec son élit ami Rudolf Planz pour rencontrer les plus hautes personnalités du RLM telles que le Reichsmarschall Hermann Göring, le maréchal Erhard Mich et le général Oberst Ernst Udet. Göring et Vink partent ensuite au Berghof pour la remise officielle des feuilles de chêne en fin d'après-midi. Vink fut ensuite exposé par Otto Dietrich, chef de la presse du Troisième Reich, au public international. À une conférence où il fit les choux-gras de la presse, le présentant comme un héros, mais l'impression qu'il avait laissée était plutôt mauvaise. Vink faisait preuve d'une arrogance assez mal vue, n'hésitant pas à se moquer de ses victimes, ridiculisant les défenses anti-britanniques ou encore insinuant que les pilotes de la Royal Air Force étaient des lâches. Dans le même temps, à la mi-octobre, alors que la Luftwaffe perdait la main au-dessus du signe de l'Angleterre, étant plus dans la capacité d'assurer des raids de grande ampleur de jour avec des moitiés bimoteurs, ces derniers furent remplacés par des Yabo pour toujours conserver l'illusion que l'Allemagne était capable de bombarder Londres ou les infrastructures britanniques. Mais surtout, à partir du 20, il se vit accorder une promotion majeure en passant au grade de major et le Reichsmarschall Hermann Göring le nomma commandant de la Jagdgeschwader 27, mais Vink s'opposa à cette décision, préférant être Geschwader Commander de la Jagdgeschwader Richthofen. Ceci n'est qu'une supposition, mais peut-être qu'après plus d'un an passé dans cette unité, cette dernière était devenue comme sa seconde famille, ce qui explique peut-être son refus. Ensuite, cela l'a peut-être tué de quitter l'une des escadres les plus prestigieuses de la Jagdwaffe, qui plus est celle qui portait le nom prestigieux de Richthofen. Pour faire part de son mécontentement, il a envoyé le 20 octobre une lettre au major Strumpel pour dire qu'il avait discuté de cela avec le Reichsmarschall.
Ainsi, Göring revenait sur sa décision et le nomma Geschwader Commandeur de la JG2, remplaçant ainsi Wolfgang Schermann qui prit le commandement de la Geschwader 27. Pour continuer à ce retour en France vers fin octobre, Vink était passé sur le modèle E4 du Messerschmitt Bf 109. La toute première mission du nouveau major était d'aller vers le sud de la France pour fournir une escorte aérienne à Hitler. Dans son train personnel, le Führer était en route vers l'Espagne pour rencontrer le dictateur Francisco Franco pour le rendez-vous d'Andaillé. Rencontre qui avait pour but une potentielle adhésion de l'Espagne à l'Axe et donc une potentielle entrée en guerre. Vink dut attendre la fin du mois d'octobre pour retrouver le nord de la France et les combats aériens. Le 29, il revendique 2 avions pour de Portsmouth. Le 5 novembre, c'est un Spitfire et 2 Hurricane qui passe à la trappe. Le lendemain, il utilise des Ju-87 en guise d'appât et pour la deuxième fois de sa carrière, il devient un as en une journée et cette fois-ci en une seule mission. Cela lui permet de passer à la deuxième place des top scorers de la Luftwaffe avec plus de 50 victoires. Compte tenu du fait que Vink n'était que le deuxième pilote de la Jagdwaffe à avoir dépassé le cap symbolique des 50 victoires, Göring lui offrit la Fliegerpokal. Le détenteur de désormais plus de 50 victoires continue sa série en détruisant un Hurricane le 7, mais il ne peut continuer cette série car son compteur reste vierge le 8 et le 9, mais le 10 il abat à nouveau un appareil. Après 3 semaines sans victoire, dans l'après-midi du 28 novembre 1940, le major Edmund Vink rend démission avec son Stabschwarm, formation composée de 4 avions, dont son ami Rudolf Flantz. Durant cette mission près de l'île de White, il revendique un Spitfire à 15h10. De retour à sa base, Vink ordonne de refaire le plein, comme de réarmer les avions. À 16h10, le major redécolle avec son unité pour retourner près de l'île de White, et vers 17h, il repère des Spitfire du 609e Squadron qui grimpent pour intercepter ses Bf 109. Sans une seconde d'hésitation, Vink décide lui aussi de grimper pour attaquer sa cible depuis une position plus favorable. L'action paie car Vink obtient sa 56e victoire. Mais dans la frénésie de l'action, il ne se rend pas compte qu'il est dans la trajectoire de l'as anglais John Dundas, pilote anglais à 11 victoires, qui obtient sa 12e en large rafale sur le Bf 109 du Geschwader Commandeur. Descendu sous les yeux de son allié Rudolf Flantz, qui lui-même ne se rend pas compte que son commandant s'est fait abattre. Dans la folie des combats, Flantz venge son ami en abattant Dundas qui était sur le coup, son Spitfire s'écrasant dans la Manche. Sors-toi de là, Andy, saute! À ce retour de mission, Flantz confirme qu'il avait Vink sauté en parachute, étant l'un des seuls réceptionnaires de la feuille de chêne en 1940. Pour l'Allemagne, inimaginable de perdre ce joyau de propagande, mais récupérer Vink serait une tâche complexe, compte tenu du fait que l'île de White était extrêmement proche d'Angleterre. Malgré cela, Göring ordonna aux torpilleurs de la Kriegsmarine de mener des missions de recherche et de sauvetage pour Vink. Le lendemain, ce sont des hydravions qui menèrent ce même type de mission, escortés par des chasseurs de la JG2, mais comme vous vous en doutez, sans succès. Ainsi, le 4 décembre 1940, Helmut Paul Emil Vink fut déclaré mort. Dans un dernier élan de désespoir, et dû à des rapports erronés, Hitler et Göring entrèrent en contact avec le Canada pour savoir si Vink avait été fait prisonnier de guerre. La réponse estimation négative, et ainsi s'achevait la carrière de l'un des plus grands pilotes de la Luftwaffe durant la bataille d'Angleterre. Mais pourquoi Vink est mort? Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait tendance à ne jamais laisser ses pilotes se reposer, ne leur laissant que très peu de congés. Cela ayant eu des conséquences néfastes sur les pilotes, comme par exemple la perte d'instinct de survie, la surestimation de ses capacités, combinée à un manque de réflexion. Ces effets pouvaient partiellement être atténués par l'utilisation de drogues telles que la pervitine, mais qui sur le long terme pouvaient se montrer encore plus dévastatrices. Il est facile de dire que le 28 novembre 1940, Vink est mort de fatigue, cette dernière l'a conduit à un non-respect des règles 4 et 7 du dictat Bolke. Gardez un œil sur votre adversaire et ne vous laissez jamais tromper par ses ruses. Lorsque vous êtes au-dessus des lignes ennemies, n'oubliez jamais votre propre ligne de retraite.
dire oui, mais c'était sur le front russe, les Russes avaient des avions moins perfectionnés. Non, car il y a ceux qui ont des victoires sur notre front. Et voilà la raison. C'est que j'en connais qui ont survécu, qui ont commencé à se battre en 1936 en Espagne, puis qui ont fait la campagne de Pologne, la campagne de France, la bataille de Londres, car la Luftwaffe a été extrêmement cruelle, car elle a fait voler ces gars jusqu'à la mort. Nous, on nous faisait faire 80, 100 missions, 110 missions, on nous envoyait au repos. Eux, ils ne dételaient jamais. Ils ne dételaient quand ils... Alors, quand ils survivaient, vous aviez des gens qui avaient une expérience absolument fabuleuse. Et à plusieurs... D'ailleurs, vous n'aviez pas le choix. Lorsque vous rencontriez un de ces pilotes allemands à grande expérience, vous n'aviez absolument aucune chance de vous en sortir. Le tout était de subodorer, de deviner. Vous savez, il y a ces choses, il y a deux... Qu'il y en avait un autour de vous. Vous savez comme on peut sentir un fauve qui tourne, bien mon Dieu, ben on s'enferme, on rentre chez soi, et parce que vous pouvez deviner au cours d'un combat qu'il y en avait un de ceux-là, il fallait surtout l'éviter comme la peste. Vic était défini par Franz Schibi comme un véritable casse-cou qui disposait d'une excellente acuité, à l'instar de très grands futurs pilotes de cette guerre comme Erich Hartmann, Hans-Joachim Marseille, qualité qu'Adolf Galland définissait comme essentielle. Sa confiance, qui était tout aussi important pour avoir de bonnes performances, était à l'image de ses résultats. Du point de vue tactique, Vink n'était pas un fou de guerre. En fait, je pense même que toute son tactique l'ennuyait profondément. Cela se confirme par le fait qu'il avait des difficultés au début de sa formation sur des sujets qui ne l'intéressaient pas ou peu. Et j'aimerais revenir sur sa nomination en tant que Geschwaderkommandeur de la JG2 Richthofen. Comme je l'ai dit plus tôt, Göring insiste sur le fait que les chefs d'unité tels que les Staffelkapten, Gruppenkommandeur et Geschwaderkommandeur aient suffisamment de crédibilité pour assurer leur autorité. Mais malheureusement pour la Luftwaffe, cette dernière ne s'appuyait uniquement que sur le nombre de victoires. Cela peut s'expliquer par le fait que les deux figures majeures du RLM, soit Hermann Göring et Ernst Udet, étaient d'anciens aviateurs de chasse à succès durant la Première Guerre mondiale. Durant la bataille d'Angleterre, Munders et Galland avaient été promus au grade de major le même jour et étaient devenus Geschwaderkommandeur de leurs escadres respectifs. Ceci s'est avéré comme un succès car ces hommes avaient toutes les qualités pour devenir d'excellents meneurs d'escadre que ce soit le charisme, le leadership, l'intelligence tactique et bien sûr le talent qui leur a permis de remporter de nombreuses victoires pour assurer leur autorité. Vink étant un très bon exemple de leur qualité ayant appris à piloter le Bf-109 sous les ordres de Munders. Pour Vink, le poste de Geschwaderkommandeur était bien sûr à haute responsabilité. Il avait plus de 700 hommes sous ses ordres, allant du pilote au simple mécanicien, en passant par le personnel au sol, que ce soit pour la logistique ou pour les transmissions radio, ce qui était l'équivalent d'un bataillon dans une division. Pour le bien de l'escadre, le Geschwaderkommandeur devait un peu plus penser aux autres qu'à lui, mais il n'avait que faire de cela. Il était un individualiste qui n'hésitait pas à se moquer des autres pilotes, ne pensant qu'à ramener des victoires. Il ne se rendait pas compte de ses responsabilités, ne voyant qu'à travers le commandement de la JG2 un simple moyen d'atteindre plus rapidement son objectif, qui était de devenir le meilleur pilote de la Jagdwaffe, en augmentant le nombre de patrouilles, en démultipliant les engagements, quitte à être en situation d'infériorité numérique. D'ailleurs, une anecdote est assez révélatrice de son ambition personnelle. Lorsque le général Feldmarschall Hugo Sperl, qui commandait la Luftflotte 3, venait faire son inspection de l'escadre de Vink, il remarquait que les tenues du personnel au sol étaient négligées. Vink répondit simplement par « Ces hommes travaillent jour et nuit pour garder nos chasseurs en état, ils ont mieux à faire que de les faire couper les cheveux ». Fin 1940, Vink n'avait que 25 ans, et même si cela ne pouvait justifier son manque de compétences pour le commandement de la JG2, peut-être qu'avec l'âge, le temps et la sagesse, il aurait compris que le leadership et la tactique étaient un point non négligeable pour passer d'un pilote très talentueux à un grand pilote. Il était l'incarnation du stéréotype du pilote de chasse individualiste, ce qui était l'une de ses plus grandes qualités, mais surtout son immense faiblesse. Pour revenir sur l'exposition médiatique qu'il avait reçue au cours de la bataille d'Angleterre, si ces résultats avaient incontestablement joué sur sa mise en avant, il faut aussi rappeler que Vink était dans un contexte extrêmement favorable à cette mise en avant, car pour la Luftwaffe, la bataille d'Angleterre était la première défaite de l'Allemagne, et la propagande se devait de trouver une alternative aux défaites stratégiques de la Luftwaffe, et c'est ainsi qu'elle a décidé de mettre en avant plusieurs pilotes de chasse comme Galland, Munders et bien évidemment Vink. Lorsqu'il fut le premier responsable de la Federation à être tué pour la propagande allemande, cela sonna comme un désastre, tout comme pour la JG2 qui, suite à la mort de son commandeur, a connu au mois de février 1941 une interruption dans ses activités, symbolisant l'échec de l'après-Vink. Si l'on regarde sa carrière, l'ensemble de ses résultats, ainsi que de ses exploits, la carrière de Vink est l'une des plus grandes de la Luftwaffe du début de la Seconde Guerre mondiale. Et si on prend en compte qu'il n'a pas participé à la guerre civile espagnole, contrairement à Ozo, Galland, Lutzow et Munders, cela la rend encore plus incroyable. Mais je tiens à préciser que certains de ses résultats restent extrêmement controversés, car son ambition faisait qu'il avait tendance à être extrêmement optimiste concernant les revendications de victoire.
au point d'avoir certainement effectué de fausses revendications, comme lors de sa deuxième mission du 5 octobre qu'il a fait devenir un as en une seule journée. Mais je manque de sources pour éclaircir cela, donc je ne m'attarderai pas dessus. Ainsi, pour finir cette vidéo, quoi de mieux qu'une citation de notre protagoniste. Tant que je peux abattre l'ennemi, contribuant ainsi à l'ordre de l'escadre de Richthofen et au succès de la patrie, je suis un homme heureux. Je veux me battre et mourir en combattant, emmenant avec moi le plus grand nombre possible d'ennemis.